Certains chercheurs n'ont qu'une obsession, comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour réparer ce qui doit l'être. Parviendront-ils un jour à nous faire sortir plus facilement du coma? À nous guérir de la dépression? Pourront-ils nous faire remarcher après un traumatisme grave? Ces hommes et ces femmes en ont fait leur mission de vie et leurs découvertes sont incroyables. Voici la quête de ces éclaireurs de la guérison. Le cerveau est un peu notre ordinateur central. Action des muscles, sensations, il reçoit tout grâce au système nerveux, analyse, décortique et envoie ses ordres. Quand sa connexion au corps est rompue, comme c'est le cas lors des lésions de la moelle épinière, il ne peut plus jouer ce rôle, jusqu'à preuve du contraire. À Lausanne, un duo d'éclaireurs s'apprête à réaliser une première mondiale aux allures de science-fiction. Le cerveau, pour moi, c'est vraiment un organe qu'on comprend encore mal. Il y a tout à faire. Et j'avais envie de participer à des découvertes, à des progrès. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la neurochirurgie. Reconnecter le cerveau et le corps d'un patient grâce à la technologie. Voilà le défi complètement fou que se sont lancés Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine. Alors que j'étais jeune chercheur à Los Angeles, il y avait cette publicité où on célébrait une grande avancée scientifique. On voyait Christopher Reeves, normalement paralysé, marchait pour venir récompenser les scientifiques qui avaient fait cette percée. Ça a toujours été mon rêve. J'espère qu'à la fin de la vie, quelqu'un rentrera à l'hôpital, paralysé, il en ressortira en marchant. Cette histoire, c'est celle d'une aventure scientifique des plus incroyables et l'odyssée d'un duo de chercheurs. Ma spécialité, c'est de ne pas en avoir. Dans ma vie, une formation de base en physique, mais après en neurosciences, beaucoup de médecine expérimentale et de nombreuses disciplines. Au début, je travaillais avec les astronautes, en fait. J'essayais de comprendre comment le système nerveux se réorganise quand on voyage dans l'espace pendant 6 mois. Ce qui m'a apporté à développer des outils. Je me retrouve à Los Angeles, face à des rats paralysés. En face de moi, les animaux ne pouvaient pas du tout bouger leurs jambes. Et on s'est demandé comment on peut réanimer ces pattes paralysées. À ce moment-là, on a développé donc des protocoles de stimulation électrique de la moelle épinière. L'idée, c'était d'aller réactiver la région de la moelle épinière qui normalement contrôle la marche, qui est normalement située sous la lésion, mais qui, du fait de l'interruption des connexions avec le cerveau, est dans un état dormant. Donc on s'est dit, on va aller stimuler électriquement pour réanimer cette moelle épinière et permettre aux animaux de remarcher. Approche un petit peu naïve peut-être au début comme ça, et pourtant ça a marché assez bien. Il y avait un rat paralysé qui remarchait sur un tapis roulant. Grâce à une stimulation chimique et électrique de la moelle épinière, l'équipe réalise en 2012 une incroyable performance, faire remarcher des rats paralysés. Puis voilà, on voit qu'elle fait des beaux pas, bien stable. Et après, ce qu'on va faire, on va éteindre la stimulation électrique. Et hop, voilà, elle ne peut plus marcher. Et on rallume la stimulation, et hop, immédiatement, elle se met à marcher. Au fil des stimulations, les chercheurs font une découverte encore plus incroyable. On a réussi à mettre en avant que les nerfs repoussent. C'était une grande surprise. Les nerfs du rat lésé depuis sa paralysie repoussent. Le cerveau, guidé par la stimulation, semble réparer le corps. On le publie dans une des revues prestigieuses, Science. Et le petit rat paralysé se retrouve sur la première page du New York Times.
À ce moment-là, on peut croire que c'est un énorme succès. En fait, la communauté scientifique me tombe dessus. En disant oui, mais ce n'est qu'un rat, etc. Il le met bipédique, c'est pas naturel, etc. Ça ne marchera jamais. Il y a vraiment eu énormément de réactions fortes contre ces résultats. C'était dur cette période. Moi, je sais que durant ma carrière, les critiques ont toujours été une source de motivation pour améliorer la précision de ma science. C'est aussi le moment où j'ai décidé, d'aller vers la clinique pour montrer que ça pouvait marcher sur des patients humains, mais aussi en parallèle, aller au plus profond de la compréhension des mécanismes scientifiques. Donc on a été vraiment au niveau moléculaire pour vraiment montrer ce que fait cette stimulation électrique, comment les nerfs repoussent, pour vraiment convaincre toute la communauté qu'effectivement on avait trouvé une thérapie pour améliorer la récupération après une lésion de la moelle épinière. Quand il est arrivé à Lausanne, je connaissais uniquement par la presse, finalement, parce que ce qui a été sorti sur ces rats, les rats qui remarchent, donc il y avait eu beaucoup de tollé autour de ça. La première fois que j'ai rencontré Jocelyne, elle est venue au laboratoire. Je lui ai montré le rat paralysé. Je lui mets la stimulation, puis il s'est mis à marcher. Elle est neurochirurgienne fonctionnelle. C'était extraordinaire pour elle. Ça parlait vraiment à ce qu'elle est en tant que neurochirurgienne. Je me suis tout de suite dit que voilà, il fallait qu'on fasse route ensemble. Depuis enfant, ça m'a toujours fasciné la maladie, la mort, essayer de combattre cette finalité, d'essayer de rallonger la vie, de faire mieux, de comprendre pourquoi ces injustices et d'essayer de les contrecarrer. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une équipe de pionniers et c'est ce qui me plaît dans la vie avant tout. Je m'appelle Michel Rocati, j'ai 30 ans et j'ai eu une lésion de la moelle épinière il y a 4 ans au cours d'un accident de moto. Entre le cerveau de Michel et ses muscles, plus aucune connexion. On lui annonce qu'il ne pourra plus marcher. Mais cet été, Michel et les 2 chercheurs vont prouver que la science peut réaliser des miracles. Si Michel peut à nouveau faire quelques pas, c'est grâce à une stimulation électrique de sa moelle épinière. Si on éteint la stimulation, il s'écroule directement. Avec la stimulation, les muscles sont activés, donc il peut tenir debout. En termes de technologie, ça signifie qu'il faut avoir une espèce de mini-ordinateur, gros comme une boîte d'allumettes, qui va être implanté dans l'abdomen, relié à un champ d'électrodes, positionné au bon endroit sur la moelle épinière. Et ce système doit être contrôlé en temps réel, sans fil. Cette technologie n'existait pas quand on a commencé ces expériences. Le 5 août de l'année dernière, j'ai été opéré. On m'a placé ça au niveau de la moelle épinière, sous la lésion. Et il est relié par un câble à cet appareil placé au niveau de l'estomac. Il y a une antenne connectée à une tablette. Quand il veut faire une flexion, il appuie sur les petits boutons et il ajoute sa volonté, hop, pour réaliser cette flexion. On voit à chaque fois que Michel clique, on voit en temps réel qu'il est en train de cliquer. Donc c'est lui qui a le contrôle sur ses mouvements. À force de volonté et d'entraînement, Michel progresse de jour en jour. Le secret, c'est de ne jamais cesser de s'entraîner, faire quelque chose tous les jours pour réapprendre à marcher. La grande complexité en plus, c'est que Michel ne sent pas ses jambes parce qu'il a une lésion sensorimotrice complète. Donc aucun contrôle des muscles, aucun retour sensoriel. Donc il doit vraiment, avec la vision, avec d'autres sensations dans le tronc, etc., savoir où est son corps, où sont ses jambes.
Là, il n'y a aucune personne au monde avec ce type de lésion qui est capable de marcher. Déjà Comment tout ça court, et puis en plus avec des béquilles. Mon objectif est d'utiliser encore plus la stimulation. Vous comprenez, pour oublier que j'ai un fauteuil roulant. Je veux utiliser la stimulation pour sortir avec des amis ou aller au travail. Il passe des heures à s'entraîner, il faut une volonté. La marche, on devrait tous, à 2 ans, on marche tous. Hein. Donc quand à 30 ans, on doit réapprendre à passer des heures à marcher comme quand on en avait 6 mois, je trouve qu'il faut quand même beaucoup de courage. Ma famille et mes amis, quand ils m'ont vu me mettre debout et remarcher, ils étaient super heureux. C'était incroyable. C'est sûr que quand on voit quelqu'un comme Michel, on voit c'est vraiment un guerrier de la réhabilitation. C'est quelqu'un qui continue à se battre, à s'entraîner tous les jours, avec l'espoir de vaincre sa paralysie finalement. Nos participants sont avec nous pendant des mois, tous les jours. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit des patients qu'on traite. C'est vraiment des partenaires de recherche avec qui, bien sûr, on lie des liens très forts. C'est des pionniers et je les admire. C'est souvent pour moi des exemples. C'est des gens qui sont prêts à se lancer dans une aventure sans savoir si ça va fonctionner, mais qui ont justement cette mentalité unique de sportifs de haut niveau. Mais eux sont vraiment des athlètes. Hein. Certains, mais ça m'impressionne. Ils veulent tout le temps aller plus loin, essayer des nouvelles techniques. Je me dis que je ne serais pas aussi forte qu'eux. Pour Michel et les autres patients implantés, les études sont en cours d'évaluation pour confirmer que, comme chez les rats, les nerfs repoussent au fil des stimulations. Mais les chercheurs s'apprêtent d'ores et déjà à franchir une nouvelle étape. Je suis Gert-Jan Oskan. Je viens des Pays-Bas. En 2011, j'ai eu un accident de vélo. Je me suis rompu le cou. Depuis, j'essaie de me remettre sur pied et de réapprendre à marcher. Je n'ai jamais été triste ou déprimé après l'accident. La première chose que je me suis dite, je crois, c'est que j'allais remarcher. Gert-Jan a été un des premiers participants de notre premier essai clinique. Comme Michel, Gert-Jan a été implanté il y a quelques années au niveau de la moelle épinière. Et depuis, il remarche grâce à la même technique. Donc on est arrivé à un certain niveau, et là on veut aller à un niveau supérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand Gert-Jan pense à bouger ses jambes, cette information elle ne va pas complètement aux jambes. Hein. C'est pour ça que Gert-Jan a manifesté l'envie d'être le pionnier, le premier participant de ce nouveau projet, interface cerveau-moelle épinière. L'idée de créer donc un pont digital entre le cerveau et la moelle épinière pour qu'avec ses pensées, il puisse directement contrôler la stimulation de la moelle épinière. Mon rôle sera d'implanter des électrodes sur le cortex moteur qui est à peu près localisé là des deux côtés, qui correspond à la mobilité de la jambe. Alors c'est 64 électrodes de chaque côté qu'on va mettre vraiment contre le cerveau pour aller enregistrer les impulsions électriques du cerveau. Et pour Gert-Jan, il n'y aura jamais de limite. On le connaît, c'est un explorateur. 28 juillet 2021. Cette opération est une première mondiale. Ce n'est pas une chirurgie qui est très invasive, vu que le but est de remplacer un morceau d'os par des électrodes. On ne va pas pénétrer dans le cerveau, on ne va pas ouvrir la méninge, on va donc rester très superficiel. Le défi du chirurgien, c'est de placer les électrodes au bon endroit. Après, il y a énormément de défis technologiques parce qu'on a droit à une chance. Hein. Je suis en position. L'autre défi, c'est de faire communiquer les deux systèmes. Et ça, c'est nouveau. Ça n'a encore jamais été fait, de faire communiquer le système cérébral avec le système spinal. Aller enregistrer le cerveau d'un être humain, c'est pas quelque chose d'anodin. Longtemps,
on a attendu que la technologie soit mature pour cela. Pour que ce soit vraiment fonctionnel dans la vie de tous les jours, il faut que ce soit sans fil et sans risque à long terme. Une fois qu'on avait ça à disposition, on s'est dit mais c'est possible finalement, ce pont digital, on va y arriver. Voilà, elle est en train d'ouvrir, de faire la deuxième craniotomie déjà. Oui. Pour moi, c'était des implants qui étaient tout à fait neurochirurgicalement acceptables. Donc on va faire des trous de suspension, on va les mettre là, là. C'est-à-dire qu'ils remplacent une partie d'os. C'est un implant inerte qui peut rester à vie et puis qui n'est pas en relation avec l'extérieur. Donc la peau n'est pas ouverte. Une fois que tout est cicatrisé, ça va rester. Cet implant qui va aller enregistrer l'activité du cerveau et la transmettre sans fil vers un ordinateur. Et l'idée là, c'est qu'on va créer un modèle mathématique de la pensée du patient, décoder ses intentions motrices. Est-ce qu'il veut faire un pas de la jambe gauche, un pas de la jambe droite, tenir debout, marcher? Ce modèle mathématique va prédire comment aller stimuler la moelle épinière pour promouvoir le mouvement désiré par le patient. Est-ce que ça va marcher? C'est tôt encore. On parle d'un plan extrêmement sophistiqué et au moment où on l'allume, est-ce que l'implant fonctionne? Il faudrait essayer de trouver plus, il faudrait remonter la jauge un peu. On doit voir des ondes électriques qui correspondent à l'activité cérébrale du patient. Et ce moment où personne ne parle, mais on retient notre souffle, on allume l'implant. Et là, l'activité électrique. C'est bon, vous pouvez. C'est le bon? Vous êtes sûr? Aujourd'hui, on a fait une grande première. Et on verra si Rertian est capable d'apprendre et de faire fonctionner ce système rapidement. Chaque nouvel essai clinique, chaque avancée, chaque percées scientifiques qu'on espère, qu'on voit sous nos yeux, sont des sources d'émotions extraordinaires. Je pense que nos caractères sont assez complémentaires. Moi, les aspects technologiques scientifiques, elle, les aspects scientifiques et biomédicaux. Et quand on fonctionne de cette manière, on est infiniment plus fort. Un jour, s'il y a des thérapies, c'est parce qu'on était ensemble. Avec un même objectif, une même passion. Si on réussit ce challenge, c'est parce qu'on a ce binôme qui est vraiment unique. Quelques semaines plus tard, les premiers résultats sont déjà là. Alors, si tu veux, je mets pour la gauche 12,5. Gersian a très bien récupéré son opération, on lui a donné quelques jours, et puis ensuite, il se sentait prêt, même impatient, à commencer les expériences. Est-ce que tu peux bouger ta tête? Ok. On a rallumé les implants, et là, les signaux étaient d'extrêmement bonne qualité. Donc on était très contents. Cette première étape, elle est essentielle parce qu'elle nous permet, un, de s'assurer que les signaux soient de bonne qualité, deux, qu'effectivement, on peut utiliser ces signaux pour décoder les intentions motrices des jambes de Gersian. Ok, je peux commencer la stimulation? Oui. Je peux commencer? Et pour apprivoiser cette technologie implantée au sein même de son corps, Gert-Jan doit y aller progressivement. On peut lui permettre de contrôler une personne virtuelle, qu'on appelle un avatar. Rien qu'en pensant, par exemple, à faire un mouvement de flexion de la jambe, eh ben en face de lui, il y a cette petite personne virtuelle qui va faire le mouvement, comme si lui le faisait. Ça nous permet de calibrer l'algorithme, la pensée de Gersian, la mettre dans un modèle mathématique qui va ensuite lui permettre d'aller contrôler directement la stimulation. Peu à peu, tout en contrôlant l'avatar, il reconnecte son cerveau à son propre corps, ses propres sensations, et se prépare à remarcher. C'est bien. Oui. C'est top. Il me demande de faire une action comme soulever ma jambe.
Je l'ai fait plusieurs fois et j'arrivais à contrôler. J'étais surpris et heureux que ce soit si rapide. Tu maîtrises l'avatar maintenant? Oui, je suis en contrôle total. Contrôle total. Alors, on sent que c'est un début, et ce début a vraiment des perspectives énormes. Qu'aujourd'hui, on peut imaginer d'aller cibler d'autres troubles neurologiques où on a aussi un problème de communication entre le cerveau et la moelle épinière. Je pense par exemple à la maladie de Parkinson, où le cerveau n'arrive plus à passer la commande vers la moelle épinière. Eh bien, voilà, le mois prochain, on va implanter le premier participant avec la maladie de Parkinson. Ils poussent les patients à se dépasser toujours plus et leur donnent de l'espoir. J'ai été chanceux de les rencontrer. Ce que ces chercheurs apportent aux personnes en fauteuil roulant, c'est d'avoir une chance de combattre le handicap et d'améliorer notre qualité de vie. Donc c'est très important ce qu'ils apportent. Réparer les connexions entre le cerveau et le corps est une prouesse. Mais s'il était possible de réparer directement le cerveau lui-même? Voici ce qui anime aujourd'hui le professeur Étienne-Émile Beaulieu, chercheur et médecin depuis près de 70 ans. Sa vie, il l'a consacrée à la science. Pionnier de la recherche hormonale, découvreur de la DHEA, créateur de la RE 486, la pilule de l'interruption volontaire de grossesse. Cette fois, il s'attaque à une maladie très fréquente, la dépression. J'ai 93 ans, je n'imagine pas de m'arrêter de travailler. Je trouve ça amusant d'avoir à chercher. J'ai toujours été fasciné par la psychiatrie, par la folie humaine, et d'ailleurs surpris qu'il n'y ait pas davantage de gens qui déraillent. J'ai abordé le domaine de la psychiatrie en étant intimidé, car ce n'est pas ma spécialité d'origine. J'ai voulu être médecin, ma mère ne voulait pas. Dans ces conditions, j'ai cherché une science proche de ce dont on avait besoin en médecine, c'est-à-dire la chimie. La chimie qui permet de comprendre quel genre de médicaments on peut prendre. Une approche originale et une expérience qui permettent au professeur Beaulieu d'être aujourd'hui à la tête d'un nouvel essai de traitement contre la dépression auquel participent des dizaines de chercheurs et de médecins. Traiter la dépression, c'est soulager des millions de personnes qui souffrent dans le monde entier. La dépression, c'est un véritable trouble, c'est-à-dire c'est une maladie qui répond à des critères diagnostiques. On a plusieurs symptômes, par exemple l'autodévalorisation, la perte du plaisir, qu'on appelle aussi l'anédonie. On va s'y associer aussi des troubles du sommeil, par exemple avec un réveil précoce le matin, une perte d'appétit, une fatigue importante. Bonjour madame. Bonjour madame. On va aller à la consultation? Ok. Voilà, on sera mieux que dans la salle d'attente. Voilà, c'est par là. Aujourd'hui, pour vous, comment se traduit la dépression? Quels symptômes vous gênent au quotidien? Quand je suis toute seule, quand ça me prend, je me mets à pleurer. J'ai plus rien. Oui, c'est-à-dire que vous êtes très émotive et vous pensez assez facilement à des choses un peu tristes quand même. Je devrais disparaître, il y a longtemps que je devrais être partie. Alors, je suis toujours là, embêter le peuple. La difficulté avec cette maladie ou ces maladies, c'est qu'il n'y a pas de marqueurs biologiques, comme par exemple pour le diabète, et ça peut participer en partie aux idées reçues qu'on a, à savoir que c'est pas forcément une vraie maladie, que c'est une question de volonté. J'ai même un gendre qui a dit un jour comme ça, elle fait ça pour se rendre intéressante. Ça vous donne pas envie de vous confier, qu'est-ce que vous en pensez? L'Organisation mondiale de la santé considère qu'en 2030, donc bientôt, en fait, ça va être une des premières causes de morbidité parmi tout l'ensemble des maladies.
Donc en gros, ça touche 10 à 15% de la population. On dit en gros une personne sur 10 qu'on peut connaître de notre entourage traversera au moins un épisode dépressif, ce qui fait à peu près 300 millions de personnes dans le monde. Parmi les personnes qui sont atteintes de dépression, il y en a une partie qui répond aux traitements antidépresseurs qu'on leur propose. On peut appeler nous le traitement conventionnel. Et il y en a une grosse partie, en réalité 30 à 40%, qui ne répondent pas aux traitements disponibles aujourd'hui. Mais il existe un nouvel espoir pour soigner les formes les plus graves de cette maladie. Un espoir venu d'une approche thérapeutique totalement différente de celle qui existe déjà. Souvent, quand on a un regard extérieur, l'approche différente permet de voir ce que les spécialistes n'avaient pas observé. Ma boîte à outils, ce sont les hormones. D'ailleurs, j'ai travaillé sur la reproduction et je me suis alors intéressé à ces composés qui agissent aussi sur le système nerveux, sur les nerfs et sur le cerveau. Il y a quelques années, le professeur Beaulieu observe qu'un composé jusque-là négligé est très abondant dans le cerveau. Ce que j'ai trouvé, c'est un dérivé du cholestérol. Le cholestérol en soi ne modifie pas le fonctionnement cérébral. Mais le cholestérol a ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des produits de transformation dont l'un, c'est la prégnénolone. J'ai voulu mettre au point un dérivé qui ne soit pas une hormone et qui soit actif sur le cerveau. Je l'ai appelé MAP43. Une substance qui agit au cœur d'une zone très importante du cerveau, l'hippocampe. Le rôle de l'hippocampe est fondamental. Mémorisation, localisation, apprentissage. Or, lors des dépressions, tout se passe comme si cette zone était atrophiée. Un problème de taille, d'autant que c'est aussi ici que naissent les nouveaux neurones, ceux qu'on appelle la neurogénèse. Pendant longtemps, on pensait, la communauté internationale pensait à tort, que le cerveau avait, on a tous entendu dire ça, un nombre de neurones précis à la naissance et qu'ensuite on ne faisait que les perdre. En fait, on sait maintenant qu'on est capable d'en refabriquer tout au long de la vie. Et c'est dans l'hippocampe que ça se passe. Ce composé aurait donc une action contre la dépression grâce à sa capacité à réparer les neurones et à agir sur la neurogénèse. Mais comment le prouver? L'équipe du chercheur poursuit alors ses travaux grâce à l'aide d'un animal doté d'une caractéristique bien particulière. Il y a des études chez les animaux, en particulier chez les rats. Les rats Kyoto ont un comportement dépressif. Un rat au comportement dépressif et résistant aux antidépresseurs traditionnels. Le modèle animal parfait pour tester ce composé, d'autant que l'hippocampe du rat de Kyoto est atrophié et il semble avoir perdu sa capacité à fabriquer de nouveaux neurones. Les chercheurs testent les effets de la molécule sur l'animal et les résultats sont enthousiasmants. Sous l'action du MAP43, l'hippocampe retrouve sa capacité à fabriquer des nouveaux neurones. Les neurones présents dans l'hippocampe redeviennent plus touffus, c'est-à-dire plus d'arborisation, plus de synapses. Et au total, le rat va mieux. C'est ça qui est important. Ses capacités cognitives s'améliorent. Ses troubles de l'humeur, l'anxio-dépression, s'arrangent. Fort de ces découvertes, le professeur Beaulieu convainc le professeur Fossati, l'une des figures de la psychiatrie en France, de l'aider à prouver maintenant l'effet du MAP43 chez l'homme. Le professeur Beaulieu et son équipe nous avaient montré des données très convaincantes sur les données animales. Et c'est avec lui et l'équipe de Sainte-Anne également qu'on a construit cet essai thérapeutique. Alors ça prend du temps parce que il faut... il restait encore un certain nombre d'études préliminaires, de voir un peu si on pouvait utiliser cette molécule chez l'homme en toute sécurité. C'est une aventure assez extraordinaire parce qu'à la fois on est, j'allais dire, à la naissance d'un produit qui on l'espère, va déboucher sur une nouvelle thérapeutique pour nos patients. Donc on est vraiment au début de l'histoire.
Aujourd'hui, on cherche à savoir si ce composé MAP43 développe chez l'homme aussi, comme chez l'animal, des propriétés antidépresseurs, particulièrement sur des personnes qui n'ont pas répondu à d'autres mécanismes d'action. 10 grands hôpitaux participent à cet essai dans toute la France. Objectif, mesurer les résultats chez plus d'une centaine de patients. Le centre hospitalier universitaire de Nantes est l'un des centres de référence. Alors le principe de l'étude clinique, c'est d'ajouter ce traitement à une molécule que reçoit déjà le patient ou d'ajouter un placebo. Et donc on est dans un essai dit en double aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne savent quel traitement ils reçoivent, et on le saura à la fin de l'essai lorsqu'on lèvera l'aveugle. On a fait le point un peu sur les patients qu'on pouvait potentiellement inclure. Ils sont déjà à 24 patients au niveau national. Donc c'est pas mal pour cette étude-là. Ouais. La recherche clinique, c'est un travail en soi, mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir le pratiquer au quotidien en même temps que l'on s'occupe des patients. Comme ça, on a une habitude de contact avec les patients qui aussi, nous connaissant, vont nous faire confiance en participant à un protocole de recherche si on leur propose. Donc, si on vous propose des nouvelles thérapeutiques, des nouveaux protocoles, vous seriez partante? Tout à fait, ça rentre tout à fait dans mon cadre de servir à quelque chose. D'accord. Alors, dans un protocole, on sait très bien qu'il n'y a pas quelque chose à la sortie, forcément. Mais si ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, vous en faites ce que vous voulez de mon cerveau. Hein. Je ne vais pas jusqu'à dire que j'ai de la science. Je fournis la matière première qui leur permet de faire des essais. Je ne suis pas à me faire mousser, je dis si je peux servir à quelqu'un, ça me fait du bien. Les essais cliniques répondent à des exigences méthodologiques très précises. Il faut quand même rappeler le principe vraiment inaltérable de la médecine, primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire, et donc il est urgent et des fois prioritaire de savoir ne pas se précipiter et de savoir attendre, ce qui n'empêche pas l'action, pour peu qu'elle soit bien rigoureuse et bien concertée. Les résultats sont encourageants et nous donnent beaucoup d'espoir. Là où j'ai de l'espoir, moi, c'est qu'on est dans une classe thérapeutique qui commence à intéresser beaucoup de chercheurs. Hein. Ces neurostéroïdes deviennent une piste nouvelle dans la prise en charge de la dépression. Hein. La médecine, la chimie, l'activité intellectuelle de tous ordres, pour moi, c'est de l'art. L'inconnu m'intéresse. L'inconnu est quelque chose de commun, à mon avis, à l'artiste et aux chercheurs qui essayent de trouver. Ça, c'est la première statue que m'a donnée Niki. Ça doit être marqué derrière, il doit y avoir là. Tenez, regardez. Poëtier, Niki Saint-Phal, 1969. Des exemples comme le professeur Beaulieu, voilà, ça peut être des exemples à suivre de par leur esprit de curiosité et puis aussi leur rôle d'éclaireur, justement, d'ouvrir des voies, des fois dans des directions où il faut faire preuve de courage, avoir de l'imagination, être créatif, pouvoir aller jusqu'au bout de son idée. C'est des personnes comme ça qui, par leur exemple, nous montrent que tout est possible. Est-ce que je suis un chercheur heureux? Je ne suis pas malheureux parce que j'ai trouvé des choses que je n'avais pas vues. C'est très, agréable sur le plan personnel. Et au fond, peut-être un peu infantile. Qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit moi ou un autre? Ce qui me plaît, juger par le résultat. Le cerveau, organe si mystérieux, qui perçoit, pense, agit. En Belgique, le professeur Steven Lorijs est l'un de ses plus grands spécialistes, avec un objet d'étude fascinant. La conscience, on sait tous ce que c'est, hein? Et pourtant, d'un point de vue scientifique, on n'a tellement rien compris. C'est un des grands mystères, comme l'origine de la vie, l'origine de la matière. Alors, est-ce qu'un jour, on va comprendre la conscience humaine? Mon philosophe favori, c'est James Bond. Never say never.
Dans le service du professeur Loreys à l'hôpital de Liège en Belgique, on vient du monde entier. L'équipe a développé un protocole spécial pour les patients dans le coma. Bonjour monsieur. Vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir les yeux? Je vais ouvrir les yeux. Le coma, état de conscience mystérieux dont un tiers des diagnostics sont aujourd'hui erronés. Quand je travaillais aux urgences, aux soins intensifs, c'est la frustration. C'est la frustration d'être devant un patient dit dans le coma où, par définition, parce que c'est dans les livres, il est complètement inconscient, juste parce qu'il ne répond plus. Donc la conscience, c'est pas tout ou rien, c'est pas noir-blanc, c'est même pas 50 nuances de gris, c'est peut-être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous mets des écouteurs, hein, monsieur? Très, très bien. Alors vous allez entendre des commandes et vous faites bien ce qu'on demande. Et donc chaque fois qu'il entend le son aigu, il doit être attentif. Est-ce qu'il y a une réaction différente? Ce qui voudrait dire qu'il entend, qu'il comprend et qu'il fait ce qu'on lui demande. Jusqu'ici, ça semble être le cas. On voit très régulièrement des patients qui présentent un désordre de la conscience, qui arrivent en coma ou dans un état de conscience altéré. Ça représente à peu près 15 à 20% des patients qu'on rencontre aux soins intensifs. Les travaux que Steven Loreys a pu mettre en place, il y a de grands progrès qui ont été faits et qui nous permettent maintenant d'avancer dans les connaissances, même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Alors ici, avec l'équipe, tout tourne autour de la conscience. Il y a tout d'abord les modifications pathologiques. Qu'est-ce qui se passe après le coma? Qu'est-ce qui se passe après des modifications pharmacologiques, l'anesthésie, des drogues psychédéliques? Et puis, toutes ces autres modifications, que ce soit le rêve, l'hypnose, la méditation, la transe. Et on a aussi la chance d'accueillir ici des grands athlètes de l'esprit, que ce soit des moines bouddhistes jusqu'aux astronautes, pour justement essayer de mieux comprendre quelque part le pouvoir de notre esprit avec toutes ces machines dont on dispose maintenant. Des machines et des études qui ont, par exemple, permis à l'équipe du professeur Loreys d'établir une échelle précise des différents états de conscience. Le coma, c'est le patient qui ne va jamais ouvrir les yeux, même quand on le stimule. Ensuite, il y a premier scénario, quand ça va très vite, très mal, c'est la mort cérébrale. Et puis, il y a les patients qui vont survivre, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se réveiller, mais quand on n'a que des mouvements réflexes, c'est ce qu'on appelait état végétatif, ce qu'on appelle maintenant un éveil non répondant. Éveiller les yeux ouverts, non répondant parce que le patient ne répond pas à nos commandes. Et certains de ces patients peuvent malheureusement rester dans cet état et d'autres récupèrent vers ce qu'on appelle l'état de conscience minimale. État de conscience minimale moins, c'est le patient qui va faire un sourire quand c'est sa maman qui est dans la chambre. État de conscience minimale plus, c'est le patient qui répond à la commande. Serrez-moi la main, il va le faire de manière reproductible, mais je ne peux pas établir un code de communication. Ensuite, il y a la récupération de la communication, verbale ou non verbale, et là, l'exemple, c'est le locked-in syndrome. Après le coma, on se réveille, mais paralysé. C'est uniquement par des petits mouvements des yeux qu'on arrive à répondre à des questions oui/non. So you take it and you bring it back again. Et ça, je vais ouvrir les yeux, hein. Regardez-moi. Regardez-moi. Cette jeune dame qui a, malgré son jeune âge, un AVC et qui se retrouve dans un état où elle a survécu, hein, ça s'est passé il y a plusieurs mois, sans possibilité de communication. Donc ici, on mesure l'activité électrique du cerveau avec 250 électrodes. Et tout ça pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans le cerveau, dans l'esprit. Est-ce qu'elle entend, est-ce qu'elle comprend? Et on voit la difficulté quand on pose une question, comment c'est difficile de voir est-ce que quand il y a un mouvement, il est vraiment en réponse à la question ou est-ce que c'est juste un mouvement aléatoire. Comment alors donner la parole à ceux qui ne peuvent plus la prendre? Voilà, on rentre pour faire le PET scan. Vous faites ça très bien. On va vous changer
Du lit, on va aller sur la table. Comment tenter de savoir si cette femme, malgré les apparences, est bien présente et quel est son état de conscience? Le PET scan, on injecte du sucre radioactif et on voit quelles sont les parties du cerveau qui consomment encore de l'énergie. Et c'est tout rouge, tout jaune, on le voit, ou c'est tout bleu. Il y a très peu ou plus d'activité. Le diagnostic est étonnant. Malgré des mois de coma profond, la conscience est bien là. Le cerveau est en éveil. Je suis surpris d'avoir des couleurs quand même d'une intensité plus proche de la normale. Après, il va falloir faire des contrôles et des analyses plus nuancées. Un problème complexe, comme essayer de comprendre la conscience humaine, on ne peut pas le résoudre tout seul. Donc il faut collaborer. Alors, pour résumer, la patiente ne répond pas, que des réflexes. Et étonnamment, le PET scan nous a montré qu'il y a plus d'activité corticale qu'on ne le pensait. Donc on attend avec impatience l'IRM de demain. On a ici des docteurs en physique quantique, il y a des experts en informatique, en statistique, et puis des psychologues, des physiothérapeutes, des orthophonistes. C'est vraiment toute cette équipe qui va apporter une petite pièce du puzzle. C'est quand même un métier particulier, il faut vraiment avoir le feu, la motivation de vouloir avancer. Le vrai chercheur, c'est un rebelle. Il se dit, je ne crois pas à ce qu'il y a dans le livre aujourd'hui. Je vais prouver que c'est faux. Le livre, il est réécrit en permanence. On a vu beaucoup d'activités dans votre cerveau et on va vous poser des questions. La première, c'est imaginez-vous de jouer au tennis. Et l'autre question, c'est de vous imaginer de vous balader dans votre maison. D'accord? Donc ces deux questions-là, quand vous allez entendre la consigne, vous le faites avec la plus grande concentration possible. Et après, nous, on va pouvoir vraiment démontrer que vous entendez, que vous comprenez et que vous faites ce qu'on demande, malgré les apparences, malgré la paralysie. D'accord? Lire dans le cerveau les pensées, les traces de la conscience de cette femme. Cela paraît fou, mais c'est aujourd'hui possible. Donc voilà, ici on est en IRM, donc on va faire les photos du cerveau, donc la structure. Imaginez jouer au tennis. Vous imaginez avec tout votre corps les mouvements des bras quand vous tapez dans la balle, vos jambes quand vous courez sur le terrain. L'ordinateur va décoder. Il y a des questions simples, dire ça c'est oui, ça c'est non, sans que madame ait bougé le moindre muscle. On va écouter la musique. Il y a 4 morceaux. Vous profitez de cette musique choisie pour votre plaisir. C'est parti. Je pense que c'était important pour nous comme équipe de démontrer qu'il y avait encore plus qui se passait dans l'esprit, dans le cerveau de certains de ces patients après un coma, qui pouvaient avoir la perception de douleur, mais peut-être aussi de plaisir. Et on a constaté que la musique, c'est comme un feu d'artifice. Là, ça va vraiment activer toute une série de régions dans le cerveau. Ça nous touche, ça nous emporte. Et donc, là aussi, il faut plus utiliser ces stimuli émotionnels. Il faudra pratiquer d'autres tests pour savoir si cette patiente a bel et bien joué au tennis, s'est promenée dans sa maison et a goûté avec joie sa musique favorite, en pensée. Les images de son cerveau parleront pour elle et permettront peut-être d'aller encore plus loin. Car plus qu'un outil de diagnostic, l'équipe du professeur Loreis se sert aussi de ces machines comme d'un moyen de communication. La technologie d'aujourd'hui nous permet de
poser des questions à ce patient. On voit dans son cerveau, là il dit oui, là il dit non, et on va justement pouvoir impliquer celui qui compte le plus. C'est le patient qui est concerné. C'est un métier qui est difficile, maintenant c'est notre métier, on a des consultations où il y a beaucoup de larmes. Quelque part, on voit comment la vie c'est un cadeau, qu'on ne l'apprécie pas assez. D'un moment à un autre, la vie change. Je suis vraiment bien placé. Tous les jours, je vois comment ce soir, demain, ça peut être fini, ça peut être différent. Louis, tu montres comment on fait la méditation? Montre comment on fait la méditation. Mon histoire, elle est quelque part assez banale. En 2012, je me retrouve tout seul, 3 enfants. Je vais fumer, boire, prendre des somnifères, des antidépresseurs, et c'est très vite très clair que ce n'est pas le papa inspirant que je veux être. Une rencontre. Mathieu Ricard qui vient parler de la méditation, moi je viens parler de la conscience, le coma. Et très vite, il ressent, je ne suis pas épanoui, et il va dire, viens avec moi, on va faire une retraite ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, moi je l'invite à venir à Liège, dans notre labo, comme cobaye, et on va le mettre dans tous nos machines. Il va être avec nous, il va loger à la maison, il discute beaucoup, mon épouse, les enfants. Et c'est clair que depuis lors, il y a quand même tout un trajet. On a appris comment la méditation a changé nos vies. C'est quelque part réapprendre ce qu'on avait comme enfant. Un enfant, il est dans le moment. Vivre pleinement, le seul instant qui compte, c'est celui qu'on vit ici. Accepter qu'il y a des choses qui nous arrivent et qui nous échappent. Et donc, c'est apprendre à danser sous la pluie. Quand je discutais avec Mathieu Ricard, avec le Dalai Lama, j'étais un peu perdu quand il me raconte là qu'est-ce qu'ils vivent dans ces états de méditation. Donc, c'était important de les vivre moi-même. Mais c'est la même chose pour l'hypnose, c'est la même chose pour la transe. J'ai moi-même été cobaye de nos études scientifiques où on fait tomber dans les pommes, on induit des syncopes. J'ai reçu des champignons magiques dans mes veines, dans une IRM. Et donc tout ça, je pense, c'est très très important, que le chercheur, quelque part, il sort de sa zone de confort. Il n'y a pas que les mesures et les statistiques et la connaissance, il y a aussi le vivre soi-même. Il y a vraiment un effet mesurable de la méditation sur le cerveau. Grâce à Mathieu Ricard, quelqu'un qui a plus de 70 ans, son cerveau, d'un point de vue biologique, il est 10-15 ans plus jeune. En particulier dans des parties spécifiques importantes à l'attention, à la mémoire, au contrôle des émotions. Évidemment, il ne faut pas être un moine bouddhiste pour bénéficier des effets de la méditation. Si vous, moi, on commence à méditer, déjà après 8 semaines, on va voir qu'il y a des changements au niveau de la structure, du fonctionnement de notre cerveau. Je suis devenu un neurologue qui, oui, prescrit de la méditation. Entrez. Entrez. Nous sommes heureux d'être à Liège. Asseyez-vous. Merci. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Il fait beaucoup de progrès. Hein, Tars? Est-ce que tu peux faire un high five? Alors, Tars, pour communiquer, quelle est la manière la plus simple pour dire oui ou non? Nous communiquons toujours avec les yeux. Tars, peux-tu me faire un oui? Oui. Ah oui, ça c'est un oui. Oui. Tars, un jeune qui a eu un traumatisme crânien, un accident, qui a eu coma, soins intensifs,
Il a survécu son coma et puis il est passé par le fameux état de conscience minimale, c'est-à-dire qu'il y avait des petits mouvements qui étaient plus que des réflexes, mais il n'arrivait toujours pas à communiquer. Tars, ferme les yeux. Garde les yeux fermés. Ok, tu peux les ouvrir. Ouvre les yeux. C'est très bien. Pour moi, sa maman, son papa et sa petite amie, nous avions tous l'impression qu'ils comprenaient les choses, qu'ils sentaient notre présence. Quand on racontait une blague, on voyait son visage changer. Mais personne ne nous croyait. Tous les médecins disaient « Mais non, vous voulez voir quelque chose, vous avez de l'espoir, mais il n'y en a pas. » Puis, nous avons rencontré Steven, Dieu merci. Et en 2012, nous sommes venus pour la première fois ici. On a fait les examens et on a constaté qu'il y a beaucoup plus qui se passe dans son cerveau, dans son esprit, qu'on était capable d'apprécier au bord du lit. Un diagnostic qui prouve que la famille de Tars avait raison et qu'une rééducation est possible en le stimulant davantage. Ça change beaucoup de choses. D'un moment à l'autre, vous allez être beaucoup plus attentif au confort, intensifier la rééducation. Ça aide évidemment les familles qui ont, oui, parfois un faux espoir, mais nous, comme soignants, il faut se méfier du faux désespoir. Si vous l'aviez rencontré il y a 10 ans, il était alité et ne pouvait rien faire. Et au bout de 2 ans, après notre venue ici, il était capable de conduire son fauteuil électrique. Il mange à nouveau. Mais les progrès sont comme ceux d'un bébé. Vous apprenez à votre bébé à manger, à marcher, à parler. C'est notre quotidien maintenant. Tars? Oui, c'est bien. Avant, on pensait que les premiers mois étaient décisifs. Et on sait maintenant que c'est faux. Et donc l'histoire de Tars, elle est très forte. Et on peut parfois offrir une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ça le rôle d'une maman. C'est ma petite pièce d'or. Même si on ne peut pas guérir tous ces patients, au moins on peut être à l'écoute. Je pense qu'on a quelque part le privilège d'être là pour eux. J'ai dédié un quart de siècle à l'étude scientifique de la conscience et pourtant on ne sait pas, est-ce qu'on a compris 50% de la question ou 5% ou 0,005%? Peut-être de manière naïve mais optimiste, au moins on essaye. Alors je suis énormément reconnaissant de pouvoir faire ce métier, médecin-chercheur. C'est juste extraordinaire, c'est le plus beau métier qui existe. Je vis avec ce sentiment pressant au quotidien qu'il ne me reste pas assez de temps pour réaliser mon rêve. Ça, c'est terrible. C'est grisant de pouvoir trouver un nouveau traitement pour la société. On est toujours à la fois heureux de trouver et trouver que c'est pas assez, quoi. Et on continue.